Donc c'est un meet-up qui a pour but de promouvoir la parole, des femmes dans le milieu de la data et donc moi je suis Alice Caligé et je suis en charge, de l'organisation de cette édition. Alors très rapidement, quelques chiffres. Donc on a un peu plus de 4 000 membres sur le site Meetup. On en est à la 41e édition, donc ça fait 6 ans qu'on existe et on a eu plus de 100 femmes qui ont parlé de sujets data. Et donc on a eu pas mal de sponsors, pendant, ces 6 dernières années et aujourd'hui le sponsor du coup c'est Akemia, qu'on remercie et on remercie aussi Paris Santé Campus qui nous prête, du coup ces beaux locaux. Du coup on va commencer directement avec Raoula. Bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui je suis déjà très contente d'être ici, au Paris Data Ladies. Je tenais à remercier Alice et Meetup Data Ladies pour l'organisation, mais vraiment un grand merci à Paris Santé Campus de nous accueillir dans cette très belle salle, je trouve. Moi je suis, chez Akemia depuis 8 mois. J'ai commencé en machine learning engineer et aujourd'hui, je lead la team de Hit Identification dont je vais vous parler un peu, plus tard. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction du monde de la drug discovery à travers une de nos use cases et un de nos produits internes, qui est comment identifier des molécules candidats médicaments dans un espace virtuel de molécules chimiques available. Euh, Tout d'abord, quelques mots sur Akemia, une petite présentation de qui on est. Akemia est une start-up de drug discovery. C'est-à-dire qu'on cherche à trouver des médicaments avant tout et pour faire ça, on travaille sur des projets de drug discovery en interne ou en collaboration avec des pharmas et on développe aussi une pipeline interne qui nous permet d'identifier ces nouveaux projets de drug discovery. Akemia est une spin-off de la recherche académique de près de 12 ans de recherche à l'ENS et au CNRS de notre cofondateur Maximilien, qui a développé une solution de calcul physique inspiré du quantum qu'on arrive à appliquer aujourd'hui dans le domaine de la drug discovery. On a été créé en 2019, on est une équipe de 50 très multidisciplinaire. On a 3 collaborations de drug discovery publiques en cours et on a été fondé enfin, on a eu une série A il y a quelques mois de 30 millions. Voilà pour les chiffres un peu. Donc ADN d'Akemia, vraiment, c'est la multidisciplinarité des teams. On a 3 équipes principales. L'équipe portfolio qui, elle, travaille sur les projets de drug discovery. Donc là, on est à une étape où on a identifié des candidats médicaments possibles et on cherche à les étendre et à les rendre plus puissants jusqu'à arriver à une preuve in vivo du fait que le médicament marche pour une cible thérapeutique et pour une maladie donnée. Donc là, on va avoir des project leaders pour l'organisation, des biologistes, des chimistes. On a une équipe plateforme qui développe la pipeline interne qui identifie les nouveaux projets de drug discovery. Et donc là, c'est vraiment la plus grosse équipe. On a des ML engineers, des software engineers, des data scientists, des chimistes, des biologistes, des physicistes, des physiciens, vraiment assez multidisciplinaires. Et on a une team infra qui, elle, est d'encore plus d'importance, qu'elle supporte l'équipe plateforme et l'équipe portfolio dans définir l'infrastructure, qu'elle soit ML, software, définir les bonnes pratiques d'ingestion de données, d'établir notre stack de data engineering, de ML, etc. Voilà. Donc le problème, quand je vous ai dit qu'on cherche à résoudre ces Akemia, c'est de trouver la bonne ou les possibles bonnes molécules pour une cible thérapeutique, donc pour résoudre une maladie. On se positionne très early stage dans le processus de drug discovery. L'enjeu et la difficulté qui est de trouver des médicaments, c'est que ça peut être très coûteux à tester expérimentalement versus un ensemble de molécules possibles qui est infini. Donc, comment on choisit de façon intelligente des bons composés pour aller derrière les tester expérimentalement et les valider et les faire continuer dans le processus de drug discovery, c'est vraiment le cœur du sujet de ce que Akemia cherche à faire.
Donc pour vous parler un peu du processus qu'on suit, chez Akemia, il suit un peu les étapes classiques, du early stage drug discovery. C'est-à-dire qu'on a une sous-équipe qui se charge d'identifier, la bonne cible thérapeutique sur laquelle on veut travailler. Donc, une cible thérapeutique, ça peut être, une enzyme, un acide nucléique, mais nous, on se concentre vraiment sur, des protéines, du corps humain. Donc là, on identifie les bonnes, cibles d'un point de vue, biologique pour une maladie, mais aussi d'un point de vue business, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt business à aller chercher un médicament pour, une certaine maladie. On identifie aussi, les cibles thérapeutiques pour lesquelles Akemia a un edge, technologique, c'est-à-dire qu'on peut se différencier de nos concurrents. Une fois que une target est sélectionnée, on passe à l'étape de hit identification qui va être le cœur de ma présentation, où d'un côté, on confirme que notre technologie est capable de bien marcher pour ce projet-là, mais aussi qu'on cherche les molécules qu'on va derrière tester expérimentalement. Une fois qu'on les a trouvées, on va vers d'autres étapes qui sont la hit optimisation. On va essayer de vraiment rendre ces molécules plus puissantes, plus actives à traiter la maladie. Et après lead optimisation, on va essayer de les optimiser pour des histoires de toxicité, de métabolisme, d'adhérence au corps, des choses comme ça. Donc vraiment, là aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une petite partie de ce processus où je vais un peu dérouler le fil de comment aujourd'hui, en hit identification, on cherche de façon optimisée, on développe des algorithmes pour identifier les meilleures quelques molécules à aller tester expérimentalement. Donc vraiment, juste pour le starting point de cette problématique-là, c'est on est en hit identification, c'est-à-dire qu'on a déjà identifié une ou plusieurs targets. L'objectif d'Akemia, c'est aussi de faire plusieurs targets en parallèle, mais pour cette présentation, on va se concentrer sur dire que on a identifié une target pour laquelle on va appliquer ce processus pour aller chercher des médicaments. Et on a en deuxième entry point, une librairie de molécules qui est disponible chez un partenaire du type, il y en a qui sont très connus, du type Enamine en Ukraine, où en fait ils mettent à disposition une librairie virtuelle où ça va être des composés qu'ils ont en stock, donc on va être capable de rapidement les avoir pour aller les tester expérimentalement. Et donc ça va être le deuxième point d'entrée de notre problème aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a un ensemble de 1 à 5 millions de molécules dans une librairie disponible, ce qu'on pourrait faire, la façon la plus traditionnelle, ça serait de toutes les tester expérimentalement. Donc, vraiment une à une, aller dans un laboratoire, tout tester, et après avoir la réponse, oui, ce composé, cette molécule est active pour ma cible, ou non. Donc, si elle est active, elle continue dans les étapes d'après. Si elle ne l'est pas, on drop et du coup, elle ne sert à rien pour cette maladie-là. Mais ce processus est très time consuming. En moyenne, aujourd'hui, chez Akemia, on est à 6 semaines pour avoir une réponse sur un test expérimental. Mais aussi, c'est très cher. Il faut compter à peu près 1 000 $ pour synthétiser et tester une molécule en laboratoire. Donc imaginez combien ça ferait pour toute la librairie. Et aussi, je pense qu'un laboratoire qui voudrait synthétiser plein de molécules dans ce nombre-là en même temps nous dirait non directement. Donc pour pallier à ça, et pour faire ça de manière plus intelligente, on introduit ce qu'on appelle le virtual screening, qui est une façon computationnelle de sélectionner les molécules pour aller les tester expérimentalement derrière. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de tout faire dans le laboratoire, on commence par faire une grosse étape qui est in silico, qui est censée coûter moins cher vu qu'on utilise seulement ou majoritairement les temps de compute d'un ordinateur. Donc là, on se pose dans un périmètre où on va regarder la capacité d'une molécule à faire ce qu'on appelle binder à la target, donc à s'accrocher à partir de représentations 3D qu'on fait à la fois de la molécule et de la cible thérapeutique.
Et en deuxième partie, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à prédire in silico par ordinateur si la molécule va être active. Donc, on essaie de la scorer. Donc, première partie, c'est comment trouver cette représentation 3D de la molécule et de la protéine. On applique un processus qui s'appelle le docking. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que je ne sais pas qui d'entre vous a fait extensivement de la chimie computationnelle, mais on utilise un software open source qui fait ce processus décrit ici à notre place, c'est-à-dire qu'il va modéliser la représentation 3D des protéines et de la molécule, et il va chercher plusieurs orientations et géométries de comment un composé va pouvoir se mettre dans la protéine, et faire une étape de minimisation pour sélectionner la meilleure géométrie, la meilleure orientation. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les 10 meilleurs lors de ce procédé-là. Et une fois qu'on a les 10 meilleures représentations 3D de la molécule dans la protéine, on va chercher à les scorer, c'est-à-dire à prédire l'efficacité, enfin à prédire le résultat expérimental qu'on en aurait si on allait au laboratoire pour prédire, pour aller tester expérimentalement l'activité. Donc pour faire ça, on pourrait utiliser du docking, le score du docking. Le software open source nous donne un score de comment il pense que la pose est la meilleure, mais c'est pas toujours reliable parce que ça ne prend en compte aucun élément vraiment physique, d'adhérence, ou il n'y a pas un calcul énergique qui est poussé, mais c'est simplement la position et l'orientation de la géométrie. Il y a chez nos concurrents qui sont physics-based, il y a des calculs de free energy qui sont utilisés, qui sont très accurate, mais qui sont très chers à calculer, parce que ça se base sur vraiment faire des grosses simulations physiques où on se met dans une box de simulation et on va calculer toutes les interactions de la protéine puis de la molécule avec les molécules d'eau qui sont autour. Chez Akemia, on a le Akemia Score qui du coup découle des années de recherche de Maximilien, notre CEO, et qui est une façon moins chère mais assez précise de faire la free energy calculation. Et pour faire ça, c'est au lieu de faire toutes les interactions, de calculer toutes les interactions une à une, il y a un calcul de probabilité de la distribution de l'eau qui est faite. Mais du coup, il n'en reste que l'Akemia Score est en général 10 000 fois plus rapide que des méthodes de free energy. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, ça coûte 20 centimes par molécule à faire. Donc si je résume tout ce que j'ai dit, on part d'une librairie virtuelle de 1 à 5 millions, on fait la représentation 3D qui coûte en général 5 $ toutes les 1000 molécules. On les score par un score physique, puis on va tester que les meilleurs composés qu'on a sélectionnés en expérimental. Ça reste, c'est mieux que juste tout faire expérimentalement, mais ça reste cher parce que surtout si on se dit qu'on veut chez Akemia faire le même processus, le répéter pour plusieurs cibles différentes dans des domaines d'oncologie et d'immuno-onco. C'est pour ça qu'on a pensé à l'active learning, et j'ai mis ici une citation, si on peut appeler, que j'avais entendue à un talk qui avait été fait par 2 personnes de Relay Therapeutics là, et de Google Research, qui est No free lunch, but active learning gives us a discount. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le machine learning en total pour échantillonner l'espace de 1 à 5 millions et entraîner un modèle de machine learning pour essayer de prédire le vrai score. Donc, si je vous présente ce que fait notre boucle d'Active Learning aujourd'hui, c'est qu'on va sélectionner un batch. Au début, il va être assez random. On va calculer l'Akemia Score, qui est notre oracle sur ce batch-là de composés. On va entraîner un modèle de machine learning au sein de chaque boucle qui va être notre surrogate model, donc dont sa tâche, ça va être de prédire l'Akemia Score. Puis donc il est moins cher parce que c'est pas notre oracle, c'est juste une représentation, un modèle simple. Et on va prédire avec ce modèle de machine learning sur toute la librairie.
puis refaire ça 10 fois en ressamplant. Donc à la fin, nous aujourd'hui on en fait 10 fois, donc à la fin c'est qu'on a calculé de vrai Akemia score que 10 fois la batch size, mais on a quand même techniquement exploré versus exploité tout l'espace chimique d'entrée de la base. Et à la fin, donc les top 100 composés, on les envoie en test expérimental. Donc on en fait 100 parce que c'est le budget qu'on se fixe en interne de combien on est prêt à payer d'expérimental. Et c'est de la métrique qu'on utilise aussi, que je vais vous parler plus tard, pour quand on a développé la boucle Active Learning et les métriques. Donc, à ce stade, j'aimerais vous parler un peu de quelques... en fait, on peut faire varier plusieurs éléments dans cette boucle d'Active Learning. On peut faire varier le modèle, on peut faire varier la batch size, on peut faire varier la stratégie d'acquisition qui va nous permettre de dire est-ce qu'on fait plus d'exploitation ou plus d'exploration. Donc, le premier élément qu'on a essayé de faire varier, c'est la batch size. Mais en fait, pas vraiment la batch size à un nombre fixé de steps, parce qu'en fait, on pourrait se dire que on calcule, on va tester plusieurs batch size, mais en se disant qu'on fait à chaque fois 10 étapes. Donc le fait est que, le fait est que en fait, plus on a une batch size qui est low à 10 étapes fixées, et moins la performance sera bonne parce que le modèle entraîne sur moins de data points, ce qui est assez intuitif. Mais ce qu'on fait par contre, c'est qu'on se dit qu'on fixe un budget d'Akemia Score qu'on est prêt à calculer, et on fait varier la batch size en faisant varier aussi le nombre de steps à ce budget fixé. Et essayer de voir s'il y a un sweet spot de batch size qui nous permet d'optimiser notre métrique, sachant que notre métrique, c'est la proportion des top 100 Akemia Score qu'on avait dans un dataset qu'on arrive à retrouver et en combien d'étapes. Donc là, ce qu'on faisait au début, c'est qu'on a essayé plusieurs choses. Au début, on faisait 10 fois 250 de component samples dans la batch size. On a baissé un peu en essayant de moduler, et du coup, aujourd'hui, on fait autour de 150. Parce que vous pouvez le voir, en x-axis, on a le nombre de total poses qu'on retrieve. Et en fait, au bout de... Si on se fixe un 70% des top 100 qu'on retrouve, on les retrouve plus rapidement avec une plus petite batch size, simplement parce que du coup, le modèle fait plus d'étapes, et du coup, il a plus de chances de réapprendre et de converger. Voilà. Un deuxième effet qu'on a regardé, c'est l'algorithme de sampling ou la fonction d'acquisition. Donc là, on a fait... au tout début, on avait commencé avec faire du full greedy avec des algos assez simples, type LGBM, et on a benchmarké un peu selon le temps aussi qu'on avait pour développer ça avec d'autres méthodes de sampling qui avaient des résultats assez similaires, sachant que pour certaines, on utilisait plus des modèles qui ont une estimation d'incertitude incluse. Donc voilà, et à la fin, ce que ça a donné, c'est qu'on est quand même resté sur faire une stratégie d'acquisition simple, avec un modèle simple également. On a fait tester ça sur un benchmark dataset qui faisait du 10 000 points, parce que aussi, du coup, le prix que coûte Akemia Score à calculer, on pouvait pas... on a fixé la taille du benchmark dataset également. Un autre effet qu'on avait regardé rapidement, c'est l'effet du modèle de surrogate. On a essayé plusieurs modèles, dont certains étaient très longs à calculer et même à calculer l'inférence sur nos 1 à 5 millions de data points. Donc voilà, on peut voir un peu les résultats, mais il y avait certains qui se démarquaient, type LGBM et GP, mais sinon c'était sur le modèle qui avait l'inférence la plus rapide. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi à ce stade, mais vous pourriez me demander, tu nous as parlé de docking crawler, mais où est le docking dans tout ça? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé juste de sélectionner puis de calculer l'Akemia Score. Ce qui est derrière, c'est qu'en fait, on ne fait pas une boucle d'Active Learning, mais deux. Donc
Donc en fait, on fait une première boucle d'Active Learning où on va faire une boucle de docking, c'est-à-dire calculer docker certaines molécules, puis les calculer avec un autre algorithme de ML qu'on a développé in-house, dont le but c'est de partir de toute la librairie, mais d'entraîner un modèle simple qui prend que la représentation 2D des molécules, puis de faire la deuxième boucle d'Active Learning avec le Akemia Score, qui, elle, prend les représentations 3D des molécules et des protéines, et non pas juste les représentations 2D. Donc voilà. Et je ne sais pas combien de temps il me reste. Ma dernière slide. Ok. Donc, ma dernière slide, c'est sur du coup, comment s'intègre ce virtual screening dans notre process actuel. Donc, il s'intègre au sein de la plateforme dans un process qu'on appelle le Rocket Launcher chez nous, qui est notre pipeline de création de nouveaux projets de drug discovery. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on fait plusieurs targets en même temps. On les identifie par l'équipe de Target Identification sur des bases biologiques et business, comme j'ai dit au début. Donc là, on est sur du 100% compute. Après, et en troisième étape, arrive du coup ce que je vous ai raconté là, qui est cette identification dans les bases virtuelles de potentiels candidats médicaments, où on run ce processus d'active learning, et après on sélectionne les 100 meilleurs composés pour les envoyer en essai enzymatique, c'est-à-dire en testing expérimental. Et entre les deux, pour partir, parce que au premier point, on peut être en train d'identifier 100 targets, et au dernier, on se fixe un objectif de quelques targets par vague de Rocket Launcher. On fait une deuxième étape que je ne vais pas avoir le temps, je pense, de vous détailler, mais où on essaie de prédire la troisième étape sur une plus petite taille de données, avec des composés qui sont connus dans la littérature comme étant déjà des actifs. Donc ça, c'est pour essayer de prédire ce que va faire notre technologie une fois qu'elle sera dans des conditions réelles. Et là-dedans aussi, il y a une pipeline qu'on a développée qui inclut des analyses statistiques pour faire des cut-offs au fur et à mesure et enlever les targets pour lesquels on pense qu'on ne va pas avoir nos technos qui va bien marcher. Donc voilà, pour finir, quelques résultats qu'on a eus jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, on lance ce processus de Rocket Launcher tous les mois. Donc on teste plusieurs targets. Donc voilà, sur le dernier résultat, on a lancé 10 targets et on a eu des hits, donc on a eu des candidats médicaments potentiels pour tous les projets, voilà. Dont 7 qui avaient au moins 4 hits. Et ça, c'est important, c'est une donnée importante plus tard pour hit optimisation, parce que des fois, il faut avoir au moins quelques composés qui sont actifs pour pouvoir commencer l'étape de hit optimisation plutôt qu'un seul qui ne serait pas assez pour aller en optimisation plus tard. Et voilà, est-ce que vous avez des questions ? Alors pour les questions, il faut parler dans le micro pour que les gens sur YouTube puissent vous entendre. Bonsoir, merci pour la présentation, c'était vraiment très très intéressant. J'avais une question sur l'utilisation des données expérimentales. Aujourd'hui, vous ne les utilisez pas spécialement parce que là, vous envoyez des molécules et vous ne les utilisez pas après pour améliorer vos modèles ou des choses comme ça? Alors, déjà, on utilise deux types de données expérimentales, je dirais. Une première, c'est les données expérimentales de brevets connus dans la littérature qu'on utilise dans la deuxième étape, qui est de prédire si notre techno va marcher ou pas. Donc ça, c'est une première utilisation de données expérimentales que l'on fait. Et en deuxième point, on utilise le retour des données expérimentales une fois que les 6 semaines se sont passées et qu'on a eu les résultats. Déjà, dans un premier lieu, en hit optimisation, ce qui est normal pour continuer le projet derrière en un projet de drug discovery. Mais interne à l'équipe hit identification, on est en train d'automatiser ce qu'on appelle des learnings, des RL learnings, où en fait, on apprend de chaque batch de Rocket Launcher
ce qu'ont fait nos algorithmes et les différentes étapes du processus qu'on a appliqué. Et c'est une info qu'on compte du coup dans les prochaines fois intégrer pour soit du coup développer les modèles, les fine-tuner par exemple sur une version puis une autre, ou en fait juste apprendre qu'est-ce qu'on a fait, essayer de voir si de ces résultats-là on peut sortir des filtres qu'on peut déjà appliquer aux librairies, des choses comme ça. Merci. Pas de souci. Bonsoir, merci pour ta présentation. J'avais 2 questions. Donc la première, c'est est-ce que tu as le nom de la méthode qui est utilisée pour le docking? Parce que tu as dit que c'était quantum based, mais du coup, enfin, je pensais que ça pouvait être de la dynamique moléculaire, mais du coup, la manière dont tu l'as dit, ça n'a pas l'air de l'être. Non, pardon, peut-être j'étais trop rapide. La méthode de docking n'utilise pas de quantum base, c'est vraiment le score Akemia Score qu'on utilise plus tard pour scorer les poses, donc les représentations 3D, qui lui est inspiré du quantum, où il y a un calcul physique avec du coup la probabilité la distribution de probabilité de l'eau et aussi des calculs d'énergie entre du ligand, de la protéine, du protéine avec le ligand, etc. Ok, c'est une sorte de calcul de champ moyen. Ok. Et T'avais une deuxième question? deuxième question, oui, c'était, par exemple, sur la dernière slide, tu as dit qu'il y avait 7 hits. Et, mais quel est le pourcentage de hits qui s'avèrent corrects à la fin quand vous testez expérimentalement? Là, quand je dis 7 hits, c'est vraiment testé expérimentalement. Ah, Parce ok, qu'en d'accord, fait, j'avais on pas compris. teste 100 composés pour chaque projet. Et là, quand je dis 7, c'est de ces à peu près 100, parce que des fois, il y a des composés qui ne sont pas disponibles ou qui sont discards pour des raisons plus en laboratoire. Mais là, ce qui veut dire, c'est qu'on a trouvé 7 composés actifs de ceux qu'on a testés pour cette cible thérapeutique. Oui, 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 c'est la confirmation expérimentale, ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Alors j'avais 2 questions, enfin au moins une. Tout à l'heure, vous parliez comment ça s'appelle? De l'Akemia Score qui est utilisé pour pour optimiser le modèle d'apprentissage. Vous mentionniez le fait que les scores des concurrents qui s'appuyaient sur des perturbations d'énergie libre, ils étaient plus précis, même s'ils étaient plus longs. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas plutôt ces scores-là pour entraîner le modèle qui, lui, va être beaucoup plus rapide? Déjà parce qu'on croit en la capacité de, même si ils sont plus précis, ils prennent entre 4 et 8 heures de calcul, des fois pour une seule molécule. Donc ça nous permet avec la Kemia Score. Mais oui, on pourrait entraîner avec le modèle. C'est pas quelque chose qu'on a vu, qu'on a regardé pour l'instant. Mais en tout cas, en fait, si on entraînait avec par exemple les FEP, ça serait pour plus faire peut-être du pré-entraînement de ce modèle-là et de le mettre avec cette station-là. Mais en fait, le but, c'est quand même de prédire la Kemia Score parce que pour suivre la boucle d'Active Learning, c'est notre oracle, donc on doit le prédire un maximum parce qu'après, on essaie d'inférer les prédictions sur tout l'ensemble d'entre elles. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, Ouais. c'est clair. J'ai une deuxième question. Alors, je ne connais pas grand-chose à ce domaine-là, mais j'ai entendu parler d'AlphaFold qui permet du coup de déterminer la structure géométrique d'une molécule à partir de sa structure. Est-ce que cet algorithme a une place dans votre modèle? Et si oui, est-ce que c'est au début? Est-ce que vous l'utilisez pendant la boucle d'Active Learning? Alors, aujourd'hui, on n'utilise pas AlphaFold. Donc, l'utilisation qu'on pourrait faire d'AlphaFold, c'est dans la sélection prendre des structures de la protéine qui sont sorties de AlphaFold comme point d'entrée, des calculs qu'on fait après d'Active Learning. On a fait quelques essais, mais très rapidement au tout début de AlphaFold. C'est quelque chose qu'il faudrait regarder plus, mais surtout de discussions que j'ai pu voir dans des talks aussi, de discussions avec d'autres personnes qui font un peu la même chose en drug discovery. Les structures AlphaFold sont généralement plus difficiles que des structures. Là, ce qu'on utilise, c'est des structures de la cristallographie, c'est-à-dire des structures assez connues qui sont dans des databases publiques, qui ont déjà été utilisées.
pour lesquels on a une molécule de référence, même si elle n'est pas, c'est pas un médicament forcément, mais on a une molécule de référence sur laquelle on peut partir, de laquelle on peut partir. Et par exemple, dont le software de docking a besoin pour kickstart l'identification de l'orientation, de la position, etc. Si on utilisait AlphaFold, on partirait de rien, donc ça serait un domaine beaucoup plus incertain. Pour l'instant, on se focus sur ça d'abord. Ok, merci beaucoup. Yes. Bonsoir, merci pour la présentation. Je t'avoue que je suis aussi très loin du monde de biotech, etc. Donc j'étais juste en fait curieuse de savoir sur quoi tu entraînes ton modèle. J'ai cru comprendre qu'une partie était des données expérimentales. Non, pas du tout. Et du coup, je suis juste curieuse de connaître les features de tes... Quand tu parles de modèle, tu veux dire par exemple ce modèle-là qui est... Oui. Bah, en fait, le but, c'est que c'est un modèle assez simple qui prend un modèle de régression et il prend en entrée des features de 3D qu'on calcule de protéines et du ligand et on les met après dans un algo modèle de régression assez simple. Et du coup, les données expérimentales que tu utilisais dans ton modèle, c'était quoi? On n'utilise pas tellement des données expérimentales, c'est vraiment le modèle au début. Il va s'entraîner à la première étape, il va s'entraîner sur les Akemia scores calculés avec le premier batch random. Donc c'est vraiment, il va prendre les premières itérations normalement. Enfin, la première itération, le modèle il te retourne que la moyenne de ce qu'il a vu à la première itération parce que du coup il a vu très peu de données. Et donc il s'entraîne en fait sur les données que tu as calculées au début. À la première itération, il s'entraîne sur un batch, puis 2, puis 3, puis 4. Sachant que du coup, au fur et à mesure des étapes, tu sélectionnes les meilleures prédictions dans l'espace comme étant les prochaines sur lesquelles tu vas calculer le vrai Akemia score. Ou tu peux essayer, donc ça c'est si tu fais quelque chose une acquisition qui est 100% greedy. Mais par contre, on peut imaginer des acquisitions où on va prendre plus de la diversité dans l'espace. On va prendre les composés les plus divers en termes de prédiction pour les utiliser, pour les sélectionner, pour après recalculer le vrai Akemia score dessus, parce qu'on pense que le modèle interne il va mieux apprendre de ces composés-là que des autres. Donc, et ça va dépendre de la stratégie d'acquisition. Merci. Du coup, j'avais mal compris au début. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on va s'arrêter là pour les questions. On va passer à Bettina. Et merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, je suis là au buffet si vous reste des questions. Et sinon, je peux vous partager mon LinkedIn, mon mail. Bonsoir. Donc, je m'appelle Bettina Sarafis, je suis ingénieure en machine learning chez Lifen et je vais vous présenter le sujet de la désidentification des documents médicaux. Déjà, pour commencer, j'ai déjà présenté ce sujet-là pendant la Winter School AI for Health de 2022 sous forme de poster. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations sur la démarche scientifique et si vous voulez des résultats détaillés, n'hésitez pas à me solliciter à la fin de la présentation et à me demander, je peux vous l'envoyer par mail. Donc déjà, peut-être pour commencer, je peux vous présenter Lifen. Donc Lifen, c'est une start-up française basée à Paris, créée en 2015 par Franck Loé. Et on est à peu près 170 employés aujourd'hui. On est à notre 3e levée de fonds. Et le but de Lifen, c'est de développer des outils pour les praticiens hospitaliers pour les aider à avoir accès à la donnée et à communiquer. Donc, on a 3 produits principaux. On a Lifen Document qui est un peu comme une messagerie sécurisée où les envois de documents médicaux sont automatisés. On a un autre produit qui s'appelle Lifen Intégration qui va automatiser et rendre plus fiable le rangement des documents médicaux dans les dossiers partagés des cliniques et des hôpitaux. Et notre dernier produit, Lifen Platform, lui, il a un paradigme un peu différent parce qu'il connecte
Il a pour but de connecter les solutions de e-santé avec les hôpitaux. Grosso modo, on a créé ces 8 dernières années des connexions avec les hôpitaux. Une connexion met à peu près 6 mois à être créée. Donc, ce qu'on propose, c'est que les solutions de e-santé se connectent à nous et on les connecte à tous les hôpitaux auxquels on est déjà connecté. Donc, à peu près 800 hôpitaux. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps aux startups et aux solutions de e-santé. Et un peu plus micro, l'IFUN a pour but d'automatiser du coup la gestion des documents médicaux en utilisant de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, sur ce document, c'est un document de test, hein, sur ce document médical, on va détecter donc qui sont les destinataires de manière à envoyer le document de manière automatique. On va aussi identifier le patient, donc son prénom, son nom de famille, tout ce qui permet de l'identifier parfaitement. On va aussi détecter des informations propres à la consultation, donc la date de consultation, qui est l'émetteur du document. Mais donc, par exemple, en combinant les données propres à la consultation et au patient, on va pouvoir ranger au bon endroit dans les dossiers partagés des hôpitaux le document. Pour avoir un peu une idée de l'ordre de grandeur de données qu'on traite tous les jours, l'IFUN processe à peu près 200 000 documents par jour, ce qui représente 1 million de prédictions en temps réel par jour. Temps réel, c'est 6 secondes chez nous. Et on a à peu près donc, plus de 800 établissements de santé qui utilisent nos solutions tous les jours. Et donc, dans ce contexte-là, la team IA, on a eu 2 use cases qui nous ont poussé à développer une interface utilisée en interne uniquement, une interface qui nous permet de visualiser la prédiction de nos modèles sur nos documents. Donc, par exemple, sur la droite, c'est une capture d'écran de notre interface. Et ici, par exemple, on va pouvoir visualiser les layers d'attention d'un modèle de classification qu'on a en production tous les jours. Et donc, grâce à cette visualisation, on va pouvoir être capable de savoir sur quel mot le modèle s'est positionné pour faire la prédiction finale. Donc, les 2 use cases qui nous ont poussé à développer cette application, la première, c'est pour la team Customer Support qui répond problèmes aux plaintes des clients lorsqu'il y a des problèmes sur nos applications. Donc, imaginons qu'un user envoie un document via notre application et que les données pré-remplies par l'IA soient fausses. Bah, le user va donc contacter le support et il va dire il y a un problème sur mon document. Donc, le support, dans ce cas-là, a besoin de visualiser les prédictions pour savoir déjà si c'est un problème d'IA et comprendre ce qui s'est passé. Un autre use case, c'est pour la team IA, pour développer nos algorithmes, on a besoin déjà dans un premier temps de labelliser notre donnée. Donc, notre donnée sont uniquement des documents médicaux. Donc, dans notre interface, on a développé une feature permettant de labelliser nos documents. Et on utilise aussi, bien sûr, notre feature de visualisation des prédictions pour faire du data debugging tous les jours. Le problème ici, qui paraît peut-être évident, c'est que du coup, on a besoin de visualiser de la donnée de santé, des documents médicaux tous les jours, ce qui est un problème en sachant qu'on est hébergeur de données de santé, on doit répondre aux exigences de la certification ISO 27001, on doit suivre les règles du RGPD, les recommandations de la CLIN. Donc, il a fallu qu'on développe une méthode pour pouvoir continuer à visualiser ces documents médicaux et visualiser la performance du modèle sans compromettre la confidentialité des patients. Donc, la solution a été de développer un système de désidentification qui va désidentifier toutes les informations identifiantes du patient dans chacun des documents médicaux qui sont visualisés dans notre interface. Peut-être pour qu'on parte tous avec la même base, désidentification, qu'est-ce que ça signifie? C'est le synonyme de pseudonymisation. Et selon la CNIL, la définition, c'est que suite à un processus de désidentification, il est plus possible d'attribuer la donnée, donc le document médical, à une personne physique sans plus d'informations que juste le document. Et donc, pour développer notre méthode, on s'est inspiré de la méthode utilisée par les chercheurs de la PHP pour désidentifier leurs documents dans leur data lake interne.
Donc, j'ai mis la référence du papier si vous êtes intéressé. Donc, voici notre pipeline end-to-end des identifications. Donc, c'est un process en 2 étapes. La première étape consiste à détecter l'information sensible, donc à la localiser dans le document. Et la deuxième étape consiste à la substituer, donc à remplacer cette information par de la fausse information. Donc, première étape, détection des PHI. Donc, j'ai un peu zoomé sur la première étape. Déjà, la première chose, ça va être de préparer la donnée pour notre réseau de neurones. Donc, là, on avait 2 choix, soit utiliser le document médical sous forme d'image, donc partir dans de la computer vision, soit faire du NLP et utiliser le contenu texte du document. Nous, on est spécialisé en NLP, donc on s'est dit on va rester là-dedans. Donc, la première étape, ça va être d'ordonner le document de manière à ce que ce soit compréhensible pour notre réseau. Donc, on part avec un document PDF classique. On va extraire le contenu texte du document ainsi que la localisation de chaque mot en utilisant soit une librairie Google, soit de l'OCR, Object Character Recognition. Et donc ensuite, on a un document au format XML dans lequel chaque mot est représenté avec sa coordonnée géographique dans le document. Et la prochaine étape qui va être cruciale, ça va être de détecter la mise en page du document, donc les blocs qui constituent le document. Donc pour ça, on va utiliser un modèle basé sur des graphes. Si vous êtes intéressé par rapport à cette méthode, on a un article sur notre blog, donc n'hésitez pas. Et donc, une fois qu'on a détecté ces blocs, on va être capable de pouvoir lire le document dans le bon ordre et on va lire chaque bloc un à un, de gauche à droite, de haut en bas. On va donc avoir une séquence de mots ordonnés qu'on va normaliser. Et ensuite, on va représenter chaque mot en utilisant à la fois des features de position et des word embedding. Je détaillerai après le réseau de neurones, c'est pour ça que je passe vite. On va détecter 8 types d'informations sensibles. Pour le choix de ces 8 types, on a suivi les recommandations que la CNIL a données aux chercheurs de la PHP. Et donc, on va détecter toutes les dates sensibles, les noms des personnes listées dans le document, les identifiants, donc à la fois les identifiants patients, numéro d'assurance sociale, les identifiants des praticiens. On va détecter les adresses, les codes postaux, les villes, les emails et les numéros de téléphone. Donc là, par exemple, on peut visualiser toutes les informations qu'on va détecter dans un document médical. Donc, ça représente quand même beaucoup de données. Pour entraîner notre modèle, on a labellisé à la main 445 documents provenant de 405 établissements différents, ce qui représente 11 types de documents. Donc, c'est un dataset qui est assez hétérogène parce que chaque établissement a son propre template de documents. Chaque type de document a son propre template aussi. Une prescription ne va pas être rédigée de la même manière qu'un compte-rendu d'hospitalisation. Donc, on a un dataset assez hétérogène. Et ce dataset représente à peu près 27 000 tokens labellisés. Token, grosso modo, c'est un mot. Et donc là, on peut visualiser la distribution selon les 8 types d'informations qu'on va détecter. Donc, on a certaines classes qui sont plus représentées que d'autres, comme les noms, les numéros de téléphone et les adresses, et d'autres qui sont un peu moins représentées, comme les emails, les codes postaux et les identifiants. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas tant un problème que ça, parce que les classes sous-représentées ont des patterns vraiment spécifiques. Un email se repère facilement avec un @ postal code, c'est 5 chiffres. Les identifiants, ils ont souvent une longueur et des caractéristiques bien distinctes, donc ça n'a pas été un problème pour l'entraînement. Ensuite, donc, voilà notre architecture de réseau de neurones. Donc, on a utilisé un modèle de type Name Entity Recognition. Donc, le principe, ça va être d'associer à chaque mot du document une classe. Donc, un des 8 types d'informations à détecter. Ou alors la classe out qui signifie mon mot est pas sensible, je peux le garder dans le document. Et du coup, on va partir avec une séquence de mots ordonnés qu'on va représenter
avec des features de position, mais aussi des word embedding. Pour les word embedding, on a testé 3 types d'embedding. On a testé les embeddings classiques, statiques, word2vec. On a aussi essayé Big Bird. Big Bird, c'est un modèle basé sur... C'est un transformer, donc ça nous donne des embeddings contextuels. Et on a aussi essayé de concaténer les deux types d'embedding. Ensuite, pour encoder le contexte du document, on utilise un BLSTM layer. Et pour la tête de prédiction, on a testé 2 types de layers. On a testé le classique Dense Softmax et aussi le Conditional Random Field Layer, CRF. La différence, c'est que, grosso modo, que Dense Softmax considère chaque mot indépendamment pour faire sa prédiction finale, tandis que Conditional Random Field Layer considère la séquence finale de classe comme un tout. Pour comparer les différentes architectures qu'on a testées, on a utilisé les mêmes datasets, donc en utilisant une méthode de tenfold cross-validation. Et on a utilisé comme métrique la moyenne pondérée des F1 scores calculés sur chaque classe. Donc l'avantage de cette méthode, c'est de ne pas discriminer les classes les moins représentées. Et donc notre baseline, basée uniquement sur des règles et des regex, donc pas du tout recours à du machine learning, nous a donné une performance de 79% de F1 score, tandis que la meilleure architecture nous a donné une performance de 95,6% de F1 score. Donc, c'est la méthode qu'on utilise aujourd'hui, qui combine les word2vec pour représenter les mots de manière vectorielle, BLSTM et Conditional Random Field Layer pour la tête de prédiction. Donc, on a choisi à la fois ce modèle en production parce que c'est celui qui nous donne la meilleure performance, mais aussi parce que c'est celui qui, computationnellement parlant, coûte le moins cher. Word2vec, c'est vraiment un modèle classique avec peu de poids, tandis qu'un transformer, vous imaginez bien, ça coûte très cher à la fois à l'entraînement et aussi à l'inférence, autant en termes de coût qu'en termes de temps. Donc, c'était idéal que ce soit la meilleure architecture à ce niveau-là. On a fait quelques remarques aussi à travers nos expériences. La première, c'était que l'utilisation de Conditional Random Field Layer vraiment donnait une bien meilleure performance que toutes les autres architectures utilisant le Softmax Layer. Aussi, l'utilisation, ça c'est les 2 dernières remarques, l'utilisation d'un transformer pour représenter les mots a prouvé à aucun moment que c'était meilleur que Word2vec. Notre opinion, c'était que le problème n'est pas assez compliqué pour utiliser une telle architecture. Voilà. Donc, une fois qu'on a détecté les informations et localisé dans le document les informations à retirer du document, on va les substituer. Pour cette étape, on a 2 requirements. Le premier, c'est d'utiliser déjà des substitutions cohérentes plutôt que de retirer la donnée. La première raison, c'est une recommandation forte de la CNIL, encore donnée aux chercheurs de la PHP. C'est que, imaginons, si on a la phrase « J'ai vu Madame Sarafis Bettina née le », imaginons, lors de la première étape de détection, on n'a pas détecté que Bettina était une information sensible. Alors, si jamais on utilisait une méthode qui consisterait juste à retirer la donnée sensible, ça paraîtrait évident que Bettina n'a pas été retirée et donc il y a eu une erreur dans la désidentification. Une deuxième raison aussi pour utiliser des substitutions cohérentes. Quand je dis cohérente, c'est remplacer un prénom par un prénom, remplacer un mot rare par un mot rare. Et du coup, l'intérêt, c'est aussi de garder le contexte du document. Comme j'expliquais, nous, on utilise cette interface pour comprendre les prédictions et le comportement de notre modèle. Par exemple, pour détecter le prénom du patient, le modèle va être moins confiant pour des prénoms rares ou des prénoms composés qu'un prénom commun. Donc, c'est important de remplacer Bettina, par exemple, mon prénom, par un prénom rare
et ne pas le remplacer par un prénom comme Marie qui est beaucoup plus commun. Et un deuxième besoin, requirement, c'était aussi de conserver la mise en page du document. Voilà. Donc là, ce sont nos stratégies de remplacement. Donc pour les classes numériques telles que les identifiants et les numéros de téléphone, on a remplacé de manière random chaque caractère par caractère en respectant le type de caractère. Juste pour le numéro de téléphone, on a fait en sorte de garder l'identifiant local, donc plus 33 ou 06, parce qu'un numéro de téléphone qui commence par 45, c'est évident que ça a été substitué. Pour les dates, on a shifté toutes les dates du document en utilisant le même delta afin de garder la temporalité du document. On a aussi pris un shift maximal d'un mois parce que si on utilisait un shift plus long maximal, un document de pédiatrie pouvait devenir un document classique qui venait pas de ce service-là. Pour les villes, on remplace chaque ville en piochant une dans le dictionnaire des villes françaises, en respectant la taille des villes, des features comme ça. Et pour les codes postaux, pour les codes postaux qui sont associés à une ville dans le document, on fait en sorte de remplacer le code postal qui correspond à la ville remplacée. Ensuite, pour les classes de nom et d'adresse, on a utilisé la même méthode. Donc, on a utilisé la méthode des cas plus proches voisins. Donc, cette méthode consiste à remplacer un mot par un de ses plus proches voisins dans l'espace vectoriel des embeddings. Pour rappel, l'espace vectoriel des embeddings, dans cet espace, on remplace chaque mot de manière vectorielle, de manière à représenter sa signification. Et donc, des mots qui vont être proches dans leur signification, par exemple Doliprane et paracétamol, vont se trouver dans le même cluster. Donc, en utilisant cette méthode pour les noms, par exemple, on a fait la supposition qu'un prénom rare allait être remplacé par un prénom rare, qu'un prénom grec allait être remplacé par un prénom grec, etc. Et on a aussi utilisé du coup cette même méthode pour remplacer tous les mots qui ne sont pas de type rue avec cette méthode. Et pour finir, les emails sont décomposés en deux parties. On a la partie de droite avec le domaine, donc gmail.com par exemple. Cette partie-là, on la garde telle qu'elle. Et la partie de droite, on va essayer de chercher s'il y a des noms de personnes qui sont présentes dans le document. Si c'est le cas, on va remplacer de la même manière que le nom a été remplacé dans le reste du document. Et autrement, on remplace caractère par caractère de manière random. Dans notre application, on visualise à la fois les documents médicaux, mais aussi la donnée finale, la donnée post-processée qui va être visualisée par le user dans l'application. Et donc, on a fait en sorte de respecter, d'être cohérent et donc de respecter la même pseudonymisation dans le document et dans l'interface utilisateur. Donc cette méthode, on l'utilise tous les jours depuis peut-être 2 ans et jusqu'ici, on est assez, on est content de la substitution qu'on arrive à faire jusqu'à aujourd'hui. Jamais on s'est retrouvé face à un cas où on n'arrivait pas à comprendre le contexte du document et ce pourquoi le modèle s'était trompé ou avait assuré. Mais bon, c'est une remarque assez subjective parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de métrique pour calculer, mesurer la performance de cette étape de substitution. Une idée qu'on a eue mais qu'on n'a pas mis en place, ça aurait été de demander à des listeners d'essayer d'identifier quelle donnée est substituée ou non dans le document. Et le but aurait été de mesurer est-ce que c'est dur ou pas pour cette personne. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a remplacé assez correctement la donnée sensible. Une des limitations, c'est que certaines informations sont pas détectées comme sensibles aujourd'hui. L'âge, par exemple, du patient.
Aujourd'hui, on utilise un delta max de 30 jours pour shifter les dates, mais à l'époque, on utilisait un beaucoup plus grand shift max. Et ça pouvait rendre assez incompatible, du coup, le shift des dates, parce qu'on aurait pu comprendre approximativement quel delta avait été utilisé. Et un des domaines d'exploration qu'on aimerait bien, sur lesquels on aimerait bien travailler un jour, ce serait d'utiliser un Mask Language Model pour cette étape-là. Donc, le principe, ce serait du coup de créer un texte à trous. Les trous, ce serait du coup les informations détectées grâce à la première étape. Et on demanderait du coup à un Mask Language Model, entraîné sur de la donnée de santé française, bien sûr, de compléter ces trous-là. Donc, pour conclure, comme je disais, aujourd'hui, on est assez confiant sur notre méthode. Cette méthode, en plus, c'est hyper importante pour nous parce que comme on est certifié hébergeur de données de santé, on est audité tous les ans. Donc, ce genre de démarche nous permet de confirmer notre place en tant qu'hébergeur de données de santé. Mais petit warning, malgré le fait qu'on est assez confiant de notre méthode, ça ne permet pas de partager ces documents pseudonymisés en dehors de l'IFUN, en sachant qu'on parle de désidentification, qu'on n'est pas sûr exactement de toutes les étapes de notre process. Donc, aujourd'hui, on ne compte pas partager ces documents pseudonymisés. Et dans les next steps sur lesquels on aimerait travailler, déjà, on aimerait bien avoir plus de labels pour la première étape. On a à peu près 450 documents. On aimerait arriver au moins à 1000 ou 2000 documents. Aussi, on n'a pas évalué la performance de notre annotation. Dans un document, vous avez pu voir, on a à peu près peut-être 100 tokens qui sont labellisés. Je pense que c'est possible de faire des erreurs humaines dans la labellisation. Donc, ce serait intéressant d'avoir une estimation de notre performance à ce niveau-là. Aussi, comme je disais, il y a 2 champs principaux dans lesquels on aurait pu partir pour la première étape, soit partir en NLP, soit en computer vision, mais on aimerait aussi un jour tester la combinaison des deux en utilisant un layout LM model. On pense que la vision peut apporter une information utile, typiquement pour détecter des adresses qui sont souvent situées en haut à droite. Enfin, il y a beaucoup de données qui ont des features importantes en termes de localisation. Et pour finir, quand ChatGPT est sorti, on a ici un peu avec de la donnée synthétique, de tester la performance de ce modèle-là sur un peu toutes les tâches sur lesquelles on travaille. Et donc, on avait généré un document à la mano de santé. On l'a envoyé à ChatGPT, on lui a dit « Est-ce que tu peux nous l'anonymiser ?» Et son travail était quand même pas trop mal. Donc, ce serait peut-être une des solutions à envisager. Merci beaucoup pour l'attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste pas très bien compris le besoin de désidentifier chez l'IFUN. J'ai compris que c'était pour le support, principalement pour la partie affiche visualisation pour le support, afin qu'effectivement il n'ait pas de connaissance du patient derrière le compte rendu. Mais est-ce qu'il y a d'autres besoins chez l'IFUN? Parce que j'ai l'impression que du coup vous allez quand même un peu plus loin que seulement peut-être la désidentification pour le support. En fait, le besoin principal, c'était en fait à la fois les 2 use cases, c'est le support et la team IA, mais à la fois tout le monde chez l'IFUN a besoin à un moment donné de visualiser le document. L'intérêt du coup de développer cet algo, c'était de pouvoir fournir chez l'IFUN une application dans laquelle on peut visualiser le document sans voir de la donnée de santé. Parce qu'autrement, il y a quelques années, on voyait de la donnée de santé tous les jours. Et donc, en fait, ça nous sécurise, nous, si jamais un jour on se fait hacker et on prend des captures d'écran de nos ordis. Mais même en tant qu'employé, c'est pas très agréable de voir de la donnée de santé tous les jours et de se dire qu'en fait, on a le nom du patient sous les yeux, quoi. Mais donc, non, vraiment, l'intérêt principal, c'était surtout du coup pour le support et pour la team IA
Ok. Et du coup, j'ai juste une deuxième question derrière. Du coup, l'intérêt du coup, d'appliquer quand même la substitution Ouais, assez complexe, justement de dire, par exemple, vous avez réduit à un mois ouais. le shift des dates. Est-ce Mmh. que du coup, c'est pertinent du coup pour la team IA ou pour la team support d'avoir justement quelque chose qui est assez proche de la réalité, ou alors justement, Ouais. pourquoi vous avez changé justement de cap là-dessus? Ouais, on a besoin d'être le plus proche de la vérité pour comprendre le comportement de nos algos. Tous nos algos, en fait, sont basés sur des méthodes de NLP, donc sont basés du coup sur le contenu texte et la signification des mots. Et donc, par exemple, on est, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais on n'est pas les meilleurs sur les documents de pédiatrie. Donc, c'était important de savoir localiser, d'avoir au moins cette information, de savoir est-ce que ce document, il a plus de 3 mois ou pas. En plus, on a des règles en post-processing avec des limites sur des dates. Et donc, avant, on avait un chiffre qui était beaucoup trop grand et ce n'était pas évident, juste en regardant le document, que le problème venait de la date, quoi. D'accord, OK. Et justement, merci, hein. Et Ouais. dernière petite question, pardon, vous parlez aussi de, justement le remplacement, en fonction de la rareté du Ouais. prénom, des choses comme ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas perturbant, justement pour un attaquant du moins non perturbant juste pour un attaquant de se dire: «Si j'ai un Léon-Marie, je sais que c'est un prénom compliqué, donc je vais plutôt pouvoir, on va dire rattacher si j'ai d'autres données, à côté, de rattacher à des noms qui sont, aussi complexes?» Si vous maintenez un peu cette rareté, dans le prénom. En fait, je comprends pas trop pourquoi remplacer forcément par un si vous avez la base de l'INSEE, par exemple, pourquoi remplacer forcément un prénom complexe par un autre prénom complexe? Je sais pas si je suis sûre de comprendre la Je sais pas question. si ouais, en fait, là, ce que je comprends dans la présentation, c'est que vous remplacez tous les noms. Vous calculez un peu la rareté du Ouais, prénom et vous la remplacez dans la substitution par un prénom aussi rare. ouais. Mais du coup, j'arrive pas trop à comprendre l'intérêt vraiment de ça. L'intérêt, par exemple, pour notre algo de détection du patient, parfois un client va se plaindre, il va dire: «Bah, je comprends pas pourquoi vous avez pas, bien détecté le prénom ou alors pourquoi vous l'avez pas détecté?» Et bien souvent, quand on va sur notre application, ben, on se dit: «Ah ouais, ce prénom-là, je pense pas du tout déjà qu'il soit français» ou plein de raisons comme ça. Et en fait, nous, on n'a pas besoin d'aller voir le document original pour se dire, je pense que le problème, il vient de là et que le modèle a été perturbé par juste l'origine du mot, quoi. OK, donc c'est plus pour vous, pour, on va dire, vous aiguiller, vous dire: «OK, Exactement. si» voilà, c'est plus, En fait, nous, dans l'équipe IA, même dans la team support, notre but en utilisant cette interface, c'est de comprendre pourquoi le modèle, s'est trompé, quoi. OK, ouais, je comprends bien. OK, c'est plus, voilà, c'est Ouais, presque du debugging, en fait, de exactement, votre truc. on l'utilise complètement pour du debugging, OK, ouais. OK, OK, très clair. Super, merci. Après. On est un peu à la bourre, donc on va prendre une dernière question et après vous pourrez venir à la fin poser votre question si ça vous va. OK, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, je comprends très bien, vous avez remplacé le prénom rare pour que l'algo puisse ne pas tromper derrière. Je comprends très bien pourquoi vous l'avez fait ça. Mais moi, ma question est que comment vous avez fait pour remplacer, par exemple, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, Léon-Marie, c'est un prénom rare, mais l'algo, il n'a pas pu détecter que Léon-Marie est un prénom. Mais comment vous avez remplacé? Voilà, pour que derrière l'algo, il puisse comprendre que Léon-Marie est un prénom et pas autre chose. Bah, pour essayer de respecter la caractéristique du nom, donc par exemple qu'il est rare ou alors qu'il est commun, on a utilisé la méthode des plus proches voisins. Du coup, comme j'expliquais, dans cet espace vectoriel, les mots sont représentés, les mots qui ont la même signification ou une signification proche, pardon, sont représentés de manière proche dans l'espace. Et donc, on a utilisé cette méthode qui consiste à prendre l'un des plus proches voisins dans cet espace. Donc, par exemple, en tout cas, c'est une supposition qu'on a faite. Ok, je comprends. Vous avez utilisé l'algorithme le plus proche au Ouais, voisin. Tous exactement. ces mots-là sont projetés dans l'espace vectoriel. Comparé la distance, l'algo, Exactement. il a pu comprendre que voilà, c'est Marie, Lyon, c'est proche d'un prénom Marie.
Donc, il prend en considération que Léon-Marie est un prénom. Je comprends tout à fait. Et du coup, vous avez entraîné une base de données, prénom, date, et En fait, du coup, cet espace, il a été entraîné avec Word2Vec sur notre base de données, donc sur 2 millions de documents médicaux. Et en fait, c'est d'ailleurs la même base de données, les mêmes embeddings qu'on utilise dans notre modèle pour représenter les mots. d'accord. Et donc, oui, on l'a entraîné sur nos propres données. Ok. Ok, je comprends tout à fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On va passer à la dernière Merci. présentation. Merci, Bettina. Bonjour à tous. Je m'appelle Iman Lafnoun, je suis ingénieure de formation et data engineer à Sikara depuis environ 2 ans. Sikara est la start-up data du groupe Théodo. Donc on est aujourd'hui 50. On est expert en data engineering et computer vision. Et notre objectif est d'aider nos clients à répondre à leurs problématiques IA et data en général, pour mettre en production leurs différentes solutions et répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, on est dans un écosystème tech assez riche. On travaille en étroite collaboration avec les autres startups du groupe, notamment Okla, qui est spécialiste en healthcare. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la data quality et de pourquoi est-ce que, en tant que professionnel de la data, on doit tous s'intéresser à la qualité de nos données. Je vais vous présenter un exemple concret d'une stratégie qu'on a mis en place pour une medtech avec laquelle on a travaillé. Et je vais finir par un zoom sur les data contracts. Donc, c'est un outil qu'on utilise pour mieux maîtriser les données qu'on ingère de la part de nos fournisseurs. Pour expliquer pourquoi est-ce que des données dont la qualité n'est pas maîtrisée sont dangereuses pour une entreprise ou pour un produit data, on peut prendre l'exemple de Unity, un éditeur de logiciels de jeux vidéo qui a perdu environ 110 millions de dollars l'année dernière à cause d'un dataset qui était donné par un de leurs fournisseurs et qui contenait pas mal de défauts. En fait, ils s'en sont rendus compte 3 mois plus tard et ils se sont pris donc une chute de leur stock, de leur stock options à 30%. Il y a leur réputation qui a été vachement teintée par ce problème-là et les modèles de machine learning et de prédiction qu'ils ont mis à disposition de leurs clients n'étaient plus du tout utilisables. Ils ont dû tout reprendre à zéro. Donc, pour vous, en tant que professionnel de la data, pardon, si vous ne maîtrisez pas la qualité de vos données dès le début, vous risquez cher en termes de réputation, en termes de confiance dans votre produit. Vous risquez de perdre votre temps à fixer vos bugs, à éteindre le feu tout le temps, et vous risquez cher en termes de pertes financières. Et dans le médical, c'est encore plus impactant parce qu'aujourd'hui, on a des risques réglementaires assez forts, surtout quand on développe des logiciels ou des outils software as a medical device. Et parce que, en fait, ces outils-là, s'ils présentent des bugs, on a des risques concrets sur la santé physique de nos patients. Et pour qu'on soit tous alignés sur le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, je commence par une définition de la data quality que je trouve assez pertinente. En fait, la data quality, elle peut être définie comme un état de santé de votre donnée à un instant T pendant tout son cycle de vie, que ce soit au moment de l'ingestion, que ce soit au moment du traitement ou même au moment de l'analyse par des data analysts ou par un de vos clients. Et au fait, c'est une métrique sur laquelle vous pouvez agir. Vous pouvez dégrader cette métrique comme l'améliorer tout au long de vos flux de data pipeline. Et au fait, cette mesure, elle peut se baser sur 6 dimensions clés qui sont la complétude, l'unicité, la consistance de vos données à travers les différentes sources, la validité de vos données, mais aussi leur consistance métier, leur cohérence par rapport au sens métier qui leur est attribué. Et enfin, par rapport au rafraîchissement de ces données-là, est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce qu'elles datent d'il y a 3 ans?
Et dans le cadre de notre projet, on devait développer avec une entreprise dans le biomédical une, solution qui permet d'améliorer le suivi des patients, qui sont inscrits dans des essais cliniques. En fait, quand un patient est dans une étude clinique, il aura 2 à 3 rendez-vous par an avec son médecin et au fait, ça permet pas d'avoir un suivi fréquent de ce dernier et donc là, on a développé une application mobile que le patient pouvait utiliser tout le temps, pouvait l'utiliser tous les jours, ou toutes les semaines et il devait faire des activités de manière assez régulière. Notre data platform récupérait ensuite ces événements, on les ingérait, on les transformait et puis on les stockait et en output, on avait des événements qu'on filait à nos équipes opérationnelles pour qu'elles puissent voir si les patients ont bien été, on va dire, assidus dans leur participation. On avait un dashboard qui était, mis à disposition des médecins et qui leur permettait de regarder, assez fréquemment comment le patient se comportait et quelles étaient, les mesures de ce dernier et enfin, on avait, des features qui étaient utilisées par les data scientists de notre client et qui leur permettaient de faire des analyses, a posteriori de ces données-là. Au moment de développer, cette application, on s'est demandé, très concrètement, quelles étaient nos priorités. Si demain on devait mettre en production ça, en fait, aujourd'hui c'est en prod, mais on s'est dit: «Quels sont, le top des prios pour, avoir de la donnée digne d'être en prod?» Et pour le coup, on a eu 3 priorités clés qui sont ressorties. La première, c'est qu'on voulait absolument pas de perte de données dans le flux. Si on perdait de la donnée en fin de flux, ça voulait dire que, l'étude risquait d'être incomplète. On risquait de prendre des, décisions qui allaient être complètement biaisées à cause de données manquantes et donc pour nous, c'était important, de nous figer à cette contrainte-là. Donc, la volumétrie de données était super importante. Le deuxième point qu'on a vu, c'était, la confiance qu'on avait dans la donnée qu'on mettait en output à nos data consumers. Au fait, on ne pouvait pas leur mettre à disposition ces données-là pour qu'ils prennent des décisions, sans avoir à côté une mesure qui pouvait leur donner confiance ou pas dans ces données. Et le troisième point, c'est que toutes les données qu'on ingère dans notre ETL doivent être bonnes. Parce qu'on sait tous que si on a, n'importe quoi en entrée, on risque d'avoir n'importe quoi en sortie. Et donc ça correspond, à 3 des 6 dimensions que je vous ai présentées, avant. Donc c'est la complétude, la consistance, métier des données et la validité de vos données par rapport à un format que vous avez spécifié, a priori. Et concrètement, pour implémenter ça, en fait, on a utilisé un monitoring de la volumétrie de nos données en se basant sur nos logs. On avait donc via Elasticsearch des logs, du moment où on ingérait de la donnée, du moment où on écrivait de la donnée en output et on comparait ces 2 métriques, de manière hebdomadaire pour savoir, si on avait, si nos entrées étaient égales à nos sorties. Pour le deuxième point, on a mis en place des data quality check avec, nos équipes, de data science, mais aussi avec les équipes produits et ces data quality check, partaient de nos données et permettaient d'évaluer concrètement la qualité de ce qu'on mettait à disposition. Donc par exemple, pour, un gyroscope, on savait que les données, elles devaient pas dépasser un certain seuil et si elles le dépassaient un certain seuil, on considérait que c'était un check qui failait et donc pour chaque événement reçu, en fait, on a une batterie de data quality check qui se lance et qui complète cet événement-là afin de dire, si l'événement est bon ou mauvais. Et le dernier point, ça sera un peu, notre zoom, de la journée, c'est des data contracts. En fait, on a mis en place des sortes de contrats d'interface à l'entrée de notre, pipeline qui permettent de dire si l'événement reçu, match le contrat qu'on s'est fixé avec, nos data providers, mais aussi, avec nos data consumers pour que tout soit aligné et là, pour le coup, on a utilisé, PyDantic. Donc pour, ces data contracts-là, on recevait des événements, via notre API. On avait un petit système de validation, qui permettait de matcher l'événement à un schéma prédéfini. Si l'événement passait, ce système de validation, bah, on considérait qu'il pouvait, passer la suite de notre pipeline. Sinon, on considérait qu'il était KO et qu'il devait être, mis en quarantaine et on le laissait uniquement pour des raisons de debugging. Et donc ces contracts-là ont été définis, avec l'équipe mobile qui nous fournissait donc les données via, l'application mobile.
mais aussi avec les data scientists qui utilisaient nos données pour entraîner leur modèle. Et concrètement, il contenait donc un schéma de la donnée qu'on attend, avec en détail le type de données qu'on veut, mais aussi les contraintes. Est-ce que la donnée peut être nulle ou pas? Est-ce que la donnée peut être positive ou non? Mais aussi des contraintes un peu plus complexes. Et on a aussi ajouté des descriptions et des exemples réels qui nous servent de documentation, et de base documentaire dans le contract. Donc si vous voulez un jour implémenter un data contract sur vos projets, il existe plusieurs technos qui vous permettent de faire ça. Donc il y a Protobuf de Google, YAML ou encore JSON Schema ou PyIdentic. Donc je crois que PayPal utilise YAML. Pour Protobuf, j'ai pas trop trouvé d'exemple. Et nous, on a utilisé JSON Schema au départ, puis on a basculé vers PyIdentic. Et au fait, là, je vous ai mis 2 exemples concrets de data contract très, très basiques. Donc, je sais pas si c'est assez grand, mais en gros, on a un JSON qui doit contenir on s'attend à avoir un JSON qui doit contenir un header et un body. Un header de type texte et un body qui contient 2 champs. Donc, un champ simple qui est de type texte et un champ array qui est une liste de texte. Et au fait, ça, c'est un exemple qu'on n'aura presque jamais en production, mais dans notre cas, il y avait presque pas de champs simples, il y avait que des champs objets qui contenaient d'autres champs objets, qui contenaient d'autres champs objets. Donc vous pouvez voir que la taille du JSON Schema était complètement ingérable. On se retrouvait avec un truc immense, avec un monstre qu'on a créé au fur et à mesure des itérations. Et au fait, ça devenait un peu n'importe quoi, c'était le gros bazar, on ne pouvait pas tester notre code, on n'avait pas les pratiques de code qu'on connaît, on n'a absolument rien. Et à côté, je vous ai mis la traduction de ce JSON Schema en PyIdentic. En fait, on se rend compte déjà que c'est un peu plus dégagé, c'est plus simple à lire. On a des choses qui sont plus modulaires, qu'on peut séparer en plusieurs fichiers. Et on a surtout un truc qu'on n'a pas en JSON Schema, c'est les champs de description. Donc ces champs de description-là sont ultra précieux parce qu'au fait, on peut les réutiliser par la suite pour générer de la documentation à partir de PyIdentic. Et ça permet d'avoir une documentation dynamique avec fin sosodoc qui peut être utilisée par les autres équipes par la suite. Et donc là, je vous ai mis en résumé tous les points qu'on a trouvé painful sur JSON Schema, qui nous ont fait basculer sur PyIdentic. Mais le point le plus intéressant, c'est que en passant sur PyIdentic, on n'avait absolument rien à changer dans notre architecture existante. En fait, PyIdentic permet d'exporter donc les modèles en JSON Schema. Et donc, nous, ça nous a juste permis d'ajouter une petite brique supplémentaire qui nous permettait de faire nos devs en PyIdentic, un export en JSON Schema, et ensuite, les schémas sont restés exactement les mêmes que la pipeline que je vous avais montrée un peu plus tôt. Et donc, pour conclure, je vous conseille vachement de vous intéresser à la data quality sur vos projets, parce que c'est nécessaire pour réussir. C'est vraiment la pierre angulaire pour qu'un produit passe en prod avec le moins de problèmes possible, on va dire. Plus tôt vous réfléchissez à votre stratégie de data quality, mieux ça sera pour vous pour la suite. Et surtout, moins ça sera coûteux pour gérer ça. C'est super intéressant aussi de commencer par les use cases business avant de se lancer dans des checks ou dans des décisions liées à vos données. Il y a souvent des exemples de projets ou de produits où ça sera les équipes tech qui vont être à l'initiative de cette mise en place de data quality, et c'est eux qui vont décider quels sont les prios. Au fait, des fois, c'est complètement faux, c'est complètement erroné parce qu'ils n'ont pas vos priorités de roadmap en tête, ils savent pas ce que le client veut à la fin, et ils peuvent se lancer dans des délires qui vont servir absolument à rien. Et surtout, vous n'allez jamais pouvoir résoudre tous vos problèmes d'un coup. En fait, les problèmes de volumétrie, on les a résolus vraiment au moment où je sortais du projet, donc 1 an après mon entrée sur ce projet-là. Et donc, c'est vraiment un processus itératif. Il faut prendre vos problèmes un par un, prendre vos top prio une par une, et puis les tacler au fur et à mesure que vous faisiez vos devs. Et pour finir, les data contracts avec PyIdentic, c'est vachement sympa. Si vous n'avez pas de recommandations ultra précises par vos équipes dev, je vous conseille de le faire en utilisant cette techno parce que c'est vachement appréciable par notre équipe et ça a rendu le DevX nettement meilleur. Merci à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions?
Il y a des questions. On est un petit peu à la bourre, donc si on n'a pas, c'est pas mal. Non, pas de questions. Ok, super. Du coup, je vais très très rapidement conclure. Déjà pour dire merci à toutes les trois, merci à vous d'être présents. Et on a une prochaine édition le 28 juin chez Datadog sur un thème open source, voilà, si ça vous dit. Et il y a un petit buffet, du coup, ça sera sur la petite passerelle là. Je vais juste avoir besoin peut-être de personnes pour m'aider à tirer les tables. Voilà, s'il y a quelques volontaires. Et voilà, vous êtes bienvenus pour rester manger un petit truc et boire un petit truc avec nous. Merci.